Bonjour à tous et bienvenue dans ce 11e épisode de l'âme des jeux. Si les yeux sont, dit-on, le miroir de l'âme, qu'en est-il du regard dans le sport? Car si l'on pense plutôt à l'entraînement physique, aux entraînements et au mental, quid du regard? Viser son objectif, sa cible ou son parcours d'obstacles, le regard peut, paraît-il, tout changer. Bonjour Christophe Bourgois-Costantini. Bonjour ma chère Marie-Ange, quel plaisir de vous voir. Eh ben, Moi, écoutez, mon regard est empli de joie. Et votre oreille est ouverte aussi. Et mon oreille, Et tous aguets. Nous allons parler du regard, mais pas seulement, je crois, Christophe. Ça va loin, cette histoire du regard, je crois. Alors, je voudrais vous donner deux petits exemples avant que nous fassions intervenir notre intervenant qui est célèbre. Megan Jendrick, qui était championne olympique de nage, disait « Je me suis regardée chaque soir pendant 4 ans, debout sur le podium avec la médaille d'or autour du cou. » Je me suis imaginé ça. Ledecky Katie, qui est championne olympique du 800 mètres en nage libre. « Je me suis vue avec cette médaille d'or tous les soirs avant de me coucher pour me motiver. » Alors, on va parler de quel sujet d'après vous? La visualisation, Ah. le regard. La regard, les mirettes, tout ce qu'on regarde, l'objectif, l'horizon, bref. Bonjour Jean-Pierre Vidal. Parce que c'est un secteur, effectivement, où il y a énormément de visualisation, c'est le ski. C'est le ski. Bonjour Jean-Pierre Vidal. Bonjour Marie-Ange, bonjour Christophe. Bonjour. On est ravis de vous retrouver dans cette émission consacrée au regard, puisque le ski sans les yeux, ça n'existe pas, ou alors c'est l'échec, ou alors c'est surtout la chute, n'est-ce pas? Oui, exactement, surtout en slalom où on passe à quelques millimètres des portes à plus de 50-60 km/h suivant les différentes pentes. Ouais. Et je ne vous cache pas que si vous avez des problèmes d'acuité visuelle, c'est pas un sport que vous pouvez pratiquer à très haut niveau. Je vous cacherai pas, je vous interromps, je vous cacherai pas que moi je suis daltonien, j'ai une dyschromatopsie d'axe rouge-vert et quand j'ai passé ma flèche, à l'âge de 14 ans, j'ai fini 4 secondes avant tout le monde, pour la raison simple, c'est que je ne voyais pas les portes bleues, les portes rouges. Ouais. Donc, j'ai été disqualifié tout de suite. Pardon de vous avoir interrompu, mais ce souvenir me revenait en mémoire. Donc le regard est très très important dans toutes les disciplines du ski. Effectivement, vous êtes contrôlé de façon comme les pilotes de chasse un petit peu, Jean-Pierre Vidal? Oui, on fait quand même pas mal de suivi de ce côté-là. Après, ce qui est très compliqué surtout, c'est en jour blanc. En fait, quand vous avez du mauvais temps et des nuages, en fait, donc du coup, en fait, le ciel et le sol se confondent. Ouais. Et ça, du coup, c'est vraiment très particulier. Même, je sais que certains clients qui font du ski ont parfois un peu comme le mal de mer ou le tournis parce qu'en fait, ils perdent leur équilibre. Et du coup, ça, c'est depuis tout petit. Vous travaillez en fait à essayer de voir les différences de couleurs, à essayer avec vos yeux de mieux voir les portes. Il faut vraiment anticiper. D'ailleurs, on le voit bien en ce moment avec Kylian Mbappé qui porte son masque. Et apparemment, ça le gêne quand même énormément parce qu'en fait, il n'a pas le même champ visuel à cause de ce masque. Et ça, c'est aussi très important puisqu'en fait, à la vitesse où on va, automatiquement, votre champ visuel se réduit. Et du coup, c'est très important d'avoir de très bons yeux. Et je dirais qu'après, c'est aussi un entraînement que vous faites au fur et à mesure. Et on sait que certains athlètes, notamment Hermann Maier, je ne sais pas si vous le connaissez, mais lui, il était vraiment incroyable. Parce que dès qu'il y avait du jour blanc ou qu'il neigeait, en fait, personne n'était capable de prendre autant de risques que lui. Et on voyait bien que justement, il avait un petit plus de ce côté-là. Ouais. Là, on parle de visualisation. On parlera dans un deuxième temps de visualisation psychologique. Mais restons sur cette visualisation. Et vous parlez de Kylian Mbappé. Vous savez, je suis passionné de secrets de champion. Est-ce que vous savez un exercice qu'a fait Kylian, en dehors du fait qu'il a quand même exercé pendant 3 ans la flûte traversière? Figurez-vous que Kylian est droitier, tout le monde le sait. Ça veut dire que dans sa prise d'information, qui est aussi liée à la visualisation, il tourne aisément sa tête vers la droite. Mais naturellement, c'est beaucoup plus difficile pour lui de la tourner vers la gauche. Ça serait la même chose avec un gaucher. Eh bien, il a énormément travaillé en secret avec un chiropracteur pour pouvoir développer sa souplesse du cou, pour pouvoir prendre l'information aussi bien à gauche qu'à droite. Qu'est-ce que ça vous évoque, ça, Jean-Pierre? Je pense que c'est extrêmement important parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la vitesse de décision, c'est du millième de seconde en ski. En foot, quand vous êtes là pour faire une reprise de volée, que vous avez un ballon qui peut arriver très très vite, vous avez besoin de voir le ballon, de voir où est le défenseur, de voir le gardien. Donc vous êtes sur des axes en fait en tridimensionnel. Après, je pense que ce qui est vraiment le plus important là-dedans, c'est aussi la maîtrise émotionnelle. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dès que vous êtes en période de stress, de peur, Oui. en fait,
votre champ de vision va énormément se diminuer. Tiens. Et on le voit souvent avec des gens qui skient normalement. Par contre, dès que vous les mettez dans un secteur où ils ne se sentent pas à l'aise, en fait, tout de suite, le stress, la maîtrise des émotions. Et c'est pour ça que les yeux, on déviera tout à l'heure après, mais il y a aussi toute la composante psychologique et la sérénité de la décision, parce que qu'est-ce qui fait que vous allez bien voir, Ouais. que vous allez prendre le temps de prendre l'information. Et c'est peut-être le plus difficile à faire quand vous êtes notamment au départ d'un slalom olympique. Donc moi, pour la petite histoire, quand je suis à Salt Lake City, donc effectivement, je suis en tête de la première manche, mais la deuxième manche, Bode Miller, qui est deuxième, part juste devant moi. Et en fait, je le vois partir à fond et je me dis, va falloir skier comme un dingue parce que à la vitesse où il va, donc là, je prends les informations. Et au dernier moment, mon coach me tape sur l'épaule et il me dit, Bode Miller est sorti et maintenant, tu as 2 secondes 15 d'avance, donc tu vas pouvoir gérer ta course. Et c'est là où ce qui est important aussi dans la visualisation, c'est la capacité d'adaptation et la prise de décision qui doit pas être submergée par les émotions. Parce que sinon, vous voyez moins bien et du coup, vous prenez pas les bonnes informations et vous faites pas de bons gestes au bon moment. Est-ce que Jean-Pierre Vidal, vous avez déjà rencontré des champions d'équitation, notamment ceux de parcours d'obstacles, puisque là, il y a énormément de points communs, d'après ce que j'entends, ce que vous dites depuis le début de cette émission qui se porte sur le regard. Et on dit beaucoup que dans l'équitation, peut-être même encore plus que dans le ski, que le regard compte à, 60-70% de la réussite du parcours, de la façon dont on va aborder chaque obstacle. Est-ce que vous avez parfois des conversations, des échanges avec des champions d'équitation? Je vous demande ça à tout hasard. Non, on n'en a jamais eu, mais j'avais vu justement des reportages là-dessus où il y en a qui travaillaient justement sur des axes, essayer de fixer des points. Nous, ça nous arrive aussi en ski, justement, quand on essaie d'avoir un maximum de précision, c'est de fixer notre regard sur l'embase du piquet. Mais après, si vous voulez, je pense que là-dessus, on a encore plein de choses à développer et aussi de connaissances à avoir. On sait que les pilotes de chasse aussi, c'est vraiment super important et on sait qu'ils travaillent énormément là-dessus. Ils ont vraiment des exercices spécifiques dans le tir. Quand vous avez Martin Fourcade qui va tirer sa dernière cible au JO, il faut pas que le cerveau déconnecte et qu'il faut que le regard donne la bonne information au moment du tir. Et en fait, tout ça est tellement complexe que je pense que là-dessus, on a encore pas mal de progrès à faire. Et puis après aussi, on le voit bien dans les pilotes de Formule 1 ou les gens qui font du rallye raid, c'est que ce qui est super important derrière, c'est de maîtriser ses émotions, parce qu'à une vitesse très élevée, en fait, on sait que certaines personnes n'arrivent plus du tout à contrôler et à voir ça. Donc, je pense que, en tout cas, moi, ce que je faisais, et je pense que ça, c'est un exercice intéressant à donner à tout le monde, c'est d'être en survitesse. Donc moi, en fait, ce que je faisais des fois, c'est que je rentrais dans un slalom, mais avec de la vitesse, c'est-à-dire que je partais tout droit. Et ensuite, j'essayais de voir si mon cerveau et mon regard étaient capables de skier. Alors, en course, je skiais à 60, mais des fois, à l'entraînement, j'essayais d'aller à 90 dans un slalom. Et en fait, vous allez vous apercevoir que en fait, le regard et le cerveau s'adaptent. C'est comme, je dirais qu'à un moment donné, c'est comme si vous roulez tout le temps en ville à 30 km/h. Vous allez arriver sur une route à 140. Des fois, c'est vrai qu'effectivement, là, si on n'a pas fait ces exercices avant, on est perdu parce qu'on n'a pas du tout les mêmes distances, le freinage, etc. Donc tout ça, c'est beaucoup d'entraînement et vraiment de la préparation spécifique pour pouvoir avoir les bonnes réactions au bon moment. Jean-Pierre, moi j'ai beaucoup travaillé, comme vous le savez, avec des sportifs de haut niveau et moi je suis un adepte de les faire travailler parfois à l'aveugle. Soit en leur mettant un bandeau sur les yeux, et vous prenez par exemple l'exemple d'un très grand champion de basket qui s'appelait Drazen Petrovic. Lui, tous les jours, il faisait 300 tirs par jour. Ensuite, il demandait qu'on éteigne complètement le gymnase et il faisait 100 tirs dans le noir. Est-ce que alors ça doit être beaucoup plus compliqué pour le ski, mais est-ce que vous vous êtes entraîné justement pour exercer votre regard à skier dans des conditions beaucoup plus compliquées où on ne voyait rien, justement? Alors peut-être pas le noir absolu, mais où il y a cette difficulté. Est-ce que ça aide? Alors ça, ce qui est sûr, c'est que dans le ski, c'est notamment en descente. C'est-à-dire en descente, avant une course de descente, en fait, vous avez 2 à 3 entraînements, donc vous faites la piste, mais vous n'allez pas la faire 50 fois. Donc ce qui est vraiment important, c'est ce qui se passe l'après-midi, le soir avant la course, quand vous voyez les athlètes avec leurs mains mimées. En fait, ce qui est vraiment important, en fait, c'est d'être capable de se visualiser sur une piste
Et en fait, je dirais en travaillant sans skier, donc dans le noir un petit peu, parce que là, on n'est pas vraiment sur les skis, mais en fait, de s'imaginer quelle décision je prends, quel geste je fais, à quel moment. Et en fait, ce travail de visualisation, il est indispensable, il est même intuitif, je dirais, parce que ce qui est difficile sur des JO, c'est que vous allez faire vous avez 2 fois 40 secondes tous les 4 ans pour réussir. C'est dingue. Donc, quand vous allez mettre vos bâtons devant le départ, si vous n'êtes pas sûr à 100%, si intuitivement, je dirais, vous n'avez pas tout réglé, tous les derniers réglages, vous allez faire 4 portes, vous allez être au tapis. Donc là, la pression est telle qu'en fait, à un moment donné, il faut être capable de dire au cerveau, je débranche mon cerveau et je laisse faire tout ce que j'ai appris pendant mes 30-40 dernières années et ce que j'ai visualisé dans ma tête. Donc en fait, vous mettez un peu comme un pilote automatique. Et je vous dirais même qu'au jeu, bon ça vous pouvez le faire quand vous êtes vraiment confiant. Je me suis même dit, je vais m'éclater, je vais me faire plaisir, je laisse faire. Wow. Et je peux vous dire, c'est peut-être la course où j'ai eu le plus de sensations. J'avais l'impression de voler entre les portes. En fait, vous contrôlez plus rien. Mais ce qui est génial, c'est que votre corps sait faire parce que vous l'avez tellement demandé et vous l'avez tellement entraîné pour qu'il réagisse seul. Et je suis sûr que si à un certain moment j'aurais dit que je voulais contrôler, je n'aurais pas pu parce que c'est à un moment donné, si vous voulez être au maximum de la performance, faut atteindre en fait ce niveau de relâchement. Je pense que c'est comme un joueur de tennis à Roland-Garros qui met la balle où il veut à l'instant T. Sur certaines finales, on a vu des choses incroyables avec des Federer ou pourquoi pas Djokovic, mais ils sont tellement dans un état de maîtrise qu'en fait, c'est le pilotage automatique. Quoi. Il lâche les coups, ça part, c'est à chaque fois dans le truc, à 2 cm près, c'est sur la ligne. Et ça, c'est vraiment un état, quand vous faites du sport de haut niveau, qui est incroyable, parce qu'en fait, vous êtes dans la maîtrise totale de ce que vous faites, mais parce que vous avez tellement donné à l'entraînement que le jour J, vous êtes capable d'être dans l'émotion du plaisir, le relâchement, et votre corps fait le reste. Ouais. Bon, Jean-Pierre Vidal, on va parler de ski fâche quand même. Hein. Alors, cette chute, les JO Turin en 2006, il y a un avant, il y a un Jean-Pierre Vidal d'avant ces JO et un Jean-Pierre Vidal d'après ces JO. C'est plus le même? Alors, écoutez, en fait, moi, la blessure, ça a fait partie de mon développement. Je me suis déjà blessé en 99 aux 2 genoux. J'ai fait 45 jours dans un fauteuil roulant. 3 ans après, j'ai été champion olympique. Donc, je dirais que la blessure a été très difficile à gérer, mais par contre, elle vous fait gagner sur le plan mental des années de travail. C'est-à-dire en fait, vous êtes tellement dans un état où le corps doit se reconstruire qu'en fait, votre cerveau, à un moment donné, il change, ça change la donne. Et puis bon, en France, vous savez, on est dans je dirais, dans une société où il faut écouter ses coachs, où l'athlète, en fait, on lui fait pas toujours confiance, on le remet souvent en question. Mais en fait, ce qui est le plus important dans le sport de haut niveau, c'est d'avoir confiance en vous. Bobby Miller aux États-Unis, je vais vous expliquer sa carrière, c'est que lui, il habitait dans une caravane. Ses coachs lui disaient juste une chose, va vite, il n'y a que le chrono qui compte. Donc il arrivait en Coupe du Monde, il n'arrivait jamais en bas, parce qu'en fait, techniquement, c'était pas abouti comme nous. Mais le jour où il arrive en bas, pendant 4-5 ans, il a battu tout le monde, parce qu'en fait, il a conçu son ski dans la vitesse. Tandis que nous, en France, regardez dans le tennis, on s'amuse à parfaire le coup droit, à parfaire le revers. Mais sauf qu'à un moment donné, pour aller chercher les tout meilleurs mondiaux, il faut lâcher prise, il faut prendre des risques, il faut se faire confiance. Et ça s'apprend pas avec un coach. Et quand vous êtes blessé, vous comprenez en fait qu'il n'y a que vous qui allez pouvoir vous sortir de ce pétrin-là. Donc du coup, la blessure vous permet de grandir énormément, puis de vous faire confiance. Je pense que c'est le maître mot dans le sport de haut niveau, c'est d'avoir confiance en soi. Jean-Pierre, on parlait de visualisation dans cette émission et vous avez commencé à nous parler de cet épisode que l'on voit avec les mains des skieurs qui imaginent la trajectoire. Mais ce que le grand public qui nous écoute doit comprendre, c'est qu'en fait, on exerce son cerveau à le tromper. C'est-à-dire qu'en fait, il y a aussi une technique de visualisation les yeux fermés où on imagine et on ressent que l'événement a vraiment eu lieu. Il ne faut pas qu'on ait l'impression de penser que c'est simplement un effet comme ça, 5 minutes avant, on a descendu la piste. Non, le cerveau, on a besoin de l'entraîner pour pouvoir visualiser. Vous êtes bien d'accord, c'est tout un exercice. Vous pouvez sentir le goût de chocolat en fermant les yeux et en imaginant que vous êtes en train d'enlever l'emballage, etc. Vous pouvez même avoir le goût. Donc le cerveau, ça se trompe et c'est très intéressant pour la performance.
Alors là-dessus, j'ai une histoire incroyable. C'est un ami à moi, Stéphane Eralour, qui fait du surf à Bellara, la plus grosse vague dans le Pays Basque. Et il a failli se noyer parce qu'en fait, il est tombé de cette vague énorme qui marche pas tout le temps, mais quelques fois dans l'hiver. Et en fait, il tombe du surf et il se fait projeter à 15-20 mètres en dessous la vague. Et en fait, il n'arrive plus à retrouver où est le ciel. Et en fait, ils ont une technique qui est assez incroyable d'apnée parce qu'ils travaillent ça en fait en piscine quand ils ont ce problème-là. C'est qu'en fait, il me dit, je savais que j'allais me noyer parce que je sentais que j'avais plus beaucoup d'air. Donc, j'ai commencé à penser en fait que je faisais le gâteau au chocolat avec ma fille. Génial. Donc, Blague. voilà. Incroyable. Donc, il était sous l'eau en train d'attendre pour pouvoir remonter à la surface. Ça peut nous aider, ça peut nous servir l'été en détresse dans les vagues de Voilà. l'Atlantique. Donc là, quand vous êtes au fond de l'eau, qu'est-ce que vous faites? Vous dites que vous êtes bien avec votre fille, que vous êtes en train de prendre des œufs, de mettre de la farine. Écoutez. Voilà. Il m'a dit au moment où il a mis le gâteau dans le four, il a commencé à voir et il m'a dit, je suis sorti, c'était à la limite, mais il m'a dit, sans cette technique, en fait, il aurait perdu connaissance. Heureusement qu'ils n'aient pas un gigot de 6 heures. Voilà, c'est ça. Mais comme quoi, je parlais tout à l'heure de visualisation, mais aussi de mental et d'émotion. Ouais. Il faut se mettre dans une émotion qui est bonne. Et c'est comme ça que vous réussissez. On parlait de votre émission de jeu d'été, réussi ou pas, mais si toute la France a envie de le vivre et on a envie de se mettre dans une émotion où ça se passera bien, ça se passera bien. Donc en fait, c'est tout ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est de rêver justement à tout ça. Et pour être champion olympique, moi, ça fait depuis l'âge de 2 ans que ma grand-mère me conte les histoires de Jean-Claude Killy avec des photos, avec tout ça dans son chalet. Donc effectivement, ça m'a aidé énormément aussi parce qu'en fait, ensuite, pour vous, ça vous devient, si vous touchez du doigt ce que vous pouvez réaliser et vous pouvez en rêver. Pour pouvoir en rêver, il faut lire des choses, faut rencontrer des athlètes, il faut être au contact de tout ça, quoi. Alors maintenant, vous êtes consultant, c'est ça, Jean-Pierre Vidal. Donc vous aidez, vous coachez un peu nos jeunes, nos graines d'espoir en ski et autres. Qu'est-ce que ça vous a, qu'est-ce que vous retenez de tout votre parcours? Qu'est-ce que vous transmettez à ces petites et grandes graines de champions? Je vais vous dire une chose qu'en fait, je l'ai appris dernièrement justement lors d'un cours de yoga et je pense qu'on peut tous le retenir. C'est le dharma. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le dharma. Non. Mais en fait, le dharma dans une vie, c'est de vous dire à votre fin de votre vie, mais à quoi ça a servi tout ça? Parce qu'en fait, quand vous regardez une médaille d'or, honnêtement, vous l'avez autour du cou, c'est bien, mais c'est quand même quelque chose de super personnel. C'est vous êtes allé au bout de votre sport, vous avez concrétisé vos envies, votre rêve, mais qu'est-ce que vous allez en faire? Et aujourd'hui, le dharma, justement, quand vous regardez, quand je suis rentré à la Toussuire, l'émotion que vous procurez, les jeunes que vous faites rêver, la dimension sportive, le dépassement de soi, c'est aujourd'hui, je prends autant de plaisir au sein du ski club de la Toussuire à voir les jeunes qui déploient une énergie dingue pour se dire, un jour, je vais essayer de faire comme Jean-Pierre Vidal et être champion olympique. Et ça, on ne se rend pas compte, mais dans notre pays, la France, on a un peu du mal avec ça, justement, à le mettre en valeur. Mais c'est une dimension via le sport qui est super importante. C'est pour ça que durant ces Jeux d'été, j'invite les parents à mettre leurs enfants à regarder ça. Parce que dans le sport, peut-être, vous ne réussirez pas, mais cet état d'esprit, cette volonté de se dépasser, ce plaisir, c'est aussi cette entraide, les sports collectifs où vous êtes dans une équipe pour avancer avec le même but, c'est des émotions incroyables. Et du coup, quand vous aurez fini votre vie, vous direz effectivement, j'ai une médaille olympique, mais à côté de ça, j'ai amené plein de gens sur mon chemin, des gens aussi qui sont venus nous voir sur les pistes, qui ont pris beaucoup de plaisir. Et du coup, ça peut donner du sens. Et aujourd'hui, je pense qu'on a tous besoin de trouver du sens dans ce qu'on fait. J'ai une dernière question, Jean-Pierre. Le ski, on a l'impression que vous êtes un peu je mets entre guillemets, des babacools, quoi. C'est-à-dire que vous êtes beaucoup dans la méditation, la sophrologie, tous les pros de la glisse que j'ai pu rencontrer. Je ne vais pas dire que c'est peace and love, mais vous êtes en connexion avec la nature, vous êtes en connexion avec les astres, avec l'univers. Vous êtes d'accord avec ça, que vous êtes quand même en avance par rapport à d'autres athlètes, non? Parce que de par le sport que vous faites et l'environnement dans lequel vous le faites. La vague métaphysique, blague. Oui, mais j'ai envie de dire qu'en fait, on s'est adapté naturellement à notre milieu, qui est un milieu naturel. On n'est pas dans un stade, on est dans la montagne. Donc, parfois, c'est dur, parfois, c'est dangereux, parfois, il y a des risques. Et en fait, votre corps, en fait, se mue à cet environnement. Mais je dirais qu'aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre dans notre nouveau monde et dans les difficultés
sur les problématiques de réchauffement climatique, je dirais même de dérèglement, parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a pas mal de problèmes de ce côté-là, c'est qu'en fait, quand vous faites quelque chose, il faut réfléchir à mieux être en adéquation. Dernièrement, justement, j'ai réalisé un chalet sur la Toussuire où en fait, on a mis de la géothermie, on a mis des panneaux solaires. Aujourd'hui, on est quasiment passif, on consomme plus d'électricité. Et c'est super intéressant pour nos clients parce que du coup, ils se posent plus la question s'ils vont chauffer ou pas. On n'est plus dans cette problématique de pollution. Et je dirais que notre nouveau monde doit s'adapter. Et le sport, ce qui est assez génial, et dans le ski, c'est qu'en fait, vous êtes dans un milieu naturel. Et du coup, pour réussir, vous devez être en adéquation avec ce milieu-là. Et du coup, tous les skieurs ou même les surfeurs des mers, on verra cet été à Tahiti, c'est des gens qui se sont habitués à vivre dans l'océan. Et du coup, on développe d'autres qualités. Ouais. Et c'est ça aussi, bien sûr, qui nous fait rêver. Merci infiniment, Jean-Pierre Vidal, pour ce partage. Merci beaucoup. Merci, Jean-Pierre. Et merci à vous, Christophe. Merci à vous, Marion. Allez, à demain. Comme ça dans la vie. Je trouve qu'on glisse de mieux en mieux sur ces vagues de l'olympisme sur Radio Notre-Dame. Merci beaucoup et bonne journée, bonne soirée à tous.